Les produits chimiques perfluorés, également appelés PFAS, quel est leur impact sur notre santé? Pourquoi ne sont-ils pas interdits? On en débat et pour répondre à ces questions, j'accueille Pascal Yoss. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes ingénieur agronome en charge du dossier risque chimique au réseau environnement. Et puis avec nous en visioconférence, Pierre Labadie, qui est chimiste de l'environnement, chercheur du CNRS au laboratoire EPOC. Bonjour Pierre Labadie, bienvenue, vous m'entendez bien? Oui, bonjour, je vous entends très bien. La liaison est bonne. Pascal Yoss, on parle aussi de polluants éternels. Pourquoi cette expression? En fait, la caractéristique de ces produits, c'est qu'ils sont extrêmement stables dans l'environnement et dans le corps humain aussi, et qu'en fait, ils mettent des décennies, voire des centaines d'années à se dégrader. D'où leur nom de Forever Chemical en anglais, Ouais. ou de polluants éternels. Ça veut dire, on les retrouve où? On les retrouve dans la nature, dans le corps humain, on les retrouve un peu partout? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des composés qui n'existent pas à l'état naturel. C'est vraiment une création de l'homme. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte un peu tardivement qu'en fait, elles avaient diffusé un peu partout dans l'environnement. Et on les retrouve effectivement dans le corps humain. Ouais. Créés par l'homme depuis quand? Et d'ailleurs, il y a combien de ces molécules, de ces PFAS aujourd'hui Alors, de répertoriés? mémoire, c'est 4700 composés différents. D'accord. Hein, Ok. donc certains plus connus que d'autres. Le plus connu, c'est le PFOA, donc qu'on appelle le téflon. Mhm. Donc c'est un des premiers qui a Donc été c'est mis sur le marché. l'anti-adhésif, voilà. Voilà. Ouais. Mais ils ont été déclinés. En fait, il y a près de 5000 produits différents. Mhm. On les retrouve même, Pierre Labadie, je crois, dans les organes des ours polaires ou des mammifères marins de l'Arctique. Comment c'est possible? C'est quoi? C'est la chaîne alimentaire, tout simplement, qui explique ça? Oui, alors effectivement, on les retrouve jusque dans les zones polaires, y compris dans les ours polaires. Donc, ce qui explique ce type de résultat, c'est le fait que ce sont des composés, comme ça a été dit, qui sont extrêmement persistants. Il n'y a pas de mécanisme de dégradation connu dans l'environnement, dans les conditions environnementales. Donc, des composés qui peuvent être transportés à l'échelle globale, au sens planétaire, et des composés qui peuvent, pour certains, être bioamplifiés, c'est-à-dire qu'on a une augmentation des niveaux de contamination quand on passe de la proie au prédateur. Les ours polaires étant des prédateurs supérieurs, on observe des teneurs extrêmement élevées et préoccupantes chez ces organismes. Alors, Pascal Yoss nous disait 4700 molécules. Est-ce qu'on les connaît toutes, Pierre Labadie? Est-ce qu'on connaît notamment, on a pu toutes les étudier? Parce qu'il y a de l'industrie derrière, il y a des entreprises. Est-ce qu'on a pu toutes les étudier? Et est-ce que, du coup, la question va avec, on connaît leur impact sur notre santé? Alors, donc il y a plusieurs questions. Donc l'image qu'on reprend souvent pour qualifier cette famille, c'est celle de l'iceberg en fait. Nous, on travaille sur la face émergée de l'iceberg, sur quelques dizaines de composés. On a vu qu'il y en avait 4700. On n'est pas capable de tous les doser et on a une difficulté. On ne sait pas exactement quels sont les composés utilisés. Quand je dis nous, c'est scientifique, hein. Donc ça pose des problèmes de caractérisation de leur présence dans l'environnement, ça pose aussi des problèmes de caractérisation de l'impact toxique de ces composés. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question. Très bien à la première question. Et donc, sur ceux que vous avez pu étudier, quel impact sur la santé avez-vous répertorié? Alors, l'impact sur la santé, je n'irai pas trop sur ce terrain-là, parce que je suis pas médecin, je fais pas d'épidémiologie. Mais ce qui est connu, c'est que c'est des composés qui sont, chez l'homme, en tout cas, hépatotoxiques, qui sont des perturbateurs du système endocrinien également, perturbateurs du métabolisme du cholestérol et qui présentent de l'immunotoxicité. Alors, c'est un lien qui est toujours difficile, un lien de causalité qui est toujours difficile à mettre en évidence, mais on a un certain nombre de preuves issues de tests in vitro ou issues de l'étude de cohortes humaines, où là, c'est plus des associations où le lien de causalité n'est pas immédiat, mais on a un certain faisceau d'éléments qui apportent des éléments concordants quant à la toxicité de ces composés, mais pas sur l'ensemble de la famille. Ça reste extrêmement difficile à caractériser. Pascal Yoss, il y a une étude qui a été menée récemment par 9 ONG européennes en collaboration avec 2 laboratoires d'analyse indépendants. Ça a été publié il y a un mois à peu près, qui pointe notamment les emballages, les couverts jetables qui sont utilisés dans la plupart ou certaines chaînes de fast-food. Alors nous, au réseau Environnement Santé, actuellement, effectivement, on essaye de mettre, parce qu'en fait, on a découvert la toxicité de ces produits, mais on a l'impression que plus on connaît cette toxicité et plus c'est utilisé. Et la crise du Covid, ça a été l'occasion de développer tout ce qui est alimentation hors domicile,
qui utilisent beaucoup d'emballages. Et en fait, la particularité de ces produits sont utilisés pour leurs propriétés anti-taches, anti-adhésives et imperméables. Oui, anti-graisse aussi, c'est ça, Donc, ça protège les emballages de la graisse en quelque sorte. Exactement. Donc il y a eu un gros focus sur les plastiques. Oui. Et du coup, certains, pensant bien faire, remplacent les plastiques par des emballages en carton ou en papier. Mais pour empêcher, justement, ils sont revêtus d'une pellicule qui contient des perfluorés. Et en fait, ils migrent de l'emballage vers l'alimentation et c'est une source de contamination importante. Oui, alors ça pose clairement la question de l'autorisation. C'est-à-dire que là, on parle de contact alimentaire. Comment ces produits-là... Alors, je sais bien que les liens ne sont pas forcément tous faits. Et puis, on a bien compris que tous les produits chimiques en question n'avaient pas fait l'objet d'études sur leur impact sanitaire. Mais pourquoi ils sont toujours autorisés ? Parce qu'en fait, on a mis en place des normes de migration. Oui. Et que ça veut dire quoi, une norme de migration ? En fait, de la quantité tolérée de migration du produit, du contenant vers le contenu. D'accord. Et nous, on remet en cause ces normes. Bon, déjà, l'EFSA au niveau européen, donc l'Agence européenne de sécurité des aliments, a baissé le niveau acceptable de l'ordre de 2500 quantités acceptables dans le corps humain. Et nous, on remet même en cause la notion même de normes, parce qu'en fait, ce sont des perturbateurs endocriniens. Et au niveau perturbateur endocrinien, on n'a pas cette relation, c'est la dose qui fait le poison. On peut avoir des effets très importants à des doses très faibles et des effets moins importants à doses fortes. Certains de ces produits chimiques perfluorés ont déjà été interdits. Oui, alors c'est assez récent. Le PFOA a été interdit en Europe en juin, je crois 4 juin 2020. Donc c'est très récent. Donc c'est très récent. Ouais. Et donc quelles actions menez-vous ou sont menées pour aboutir à une éventuelle interdiction ? Nous, on essaye de faire pression donc, sur l'aspect réglementaire, mais on a aussi toute une partie information du public, parce que à titre personnel, à titre particulier, on peut essayer de se protéger d'un certain nombre de produits. Donc, on a parlé des emballages alimentaires, mais il y a aussi tout ce qui est cosmétique. Il faut savoir qu'il y a les perfluoris sont utilisés en cosmétique pour tous les produits dont l'objectif c'est et qui tiennent. Donc, tout ce qui est vernis à ongles, tout ce qui est mascara et fond de teint, beaucoup contiennent des perfluorés. Donc, et ça, on peut éviter, en achetant ces produits, éviter ce type de produits. Pierre Labadie, on l'a déjà un peu évoqué, mais je pense que ça peut être intéressant de se placer du côté industriel. Pourquoi ils intéressent autant les industriels ? Première question, pardon de vous poser à chaque fois 2 questions en une, mais pourquoi ils intéressent autant les industriels ? Et puis, est-ce qu'il y a des alternatives ? Est-ce qu'on peut les remplacer, ces produits ? Et alors pourquoi ils intéressent autant les industriels ? Parce qu'en fait, ce sont des composés qui ont des propriétés un petit peu magiques. Ce sont des composés qui sont extrêmement stables thermiquement, donc résistent à de hautes températures, très stables chimiquement, donc assez inertes et réagissent peu avec d'autres produits chimiques, ont des propriétés tensioactives, donc repoussent l'eau et les graisses. Et si on combine l'ensemble de ces propriétés, ça explique finalement leur utilisation dans de très nombreuses applications industrielles ou dans la production de produits manufacturés, des produits du quotidien. Ça a déjà été évoqué. Donc voilà, on les utilise depuis les années 1940, avec un essor dans les années 1970. En termes d'alternatives, effectivement, il y a des alternatives qui sont mises en avant par les industriels, puisqu'on a un durcissement de la réglementation. Mais ces alternatives, finalement, elles ont un côté fuite en avant, puisque souvent, ces composés sont remplacés par des composés qui leur ressemblent énormément, qui sont aussi des composés fluorés. Donc, ça explique en fait que finalement, une grande partie de la communauté scientifique se soit mobilisée pour publier des tribunes en faveur de l'interdiction finalement de ces composés, ou en tout cas de leur restriction à des usages vraiment essentiels, par exemple dans le domaine biomédical. Pour toute une série d'usages multiples, on a des alternatives en fait. Et donc je pense qu'il faut faire pression, que la communauté scientifique fasse pression, que le grand public fasse pression pour orienter la production vers ce type d'alternative non fluorée. Je vais prendre un dernier exemple. C'est un leg pour les générations futures en fait. Bien sûr. Je vais prendre un dernier exemple, Pierre Labadie. J'avoue que moi j'ai pris conscience, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est en allant au cinéma. C'est en regardant un film qui s'appelle Dark Waters, avec Mark Ruffalo dans le rôle principal, qui joue un avocat. Ça se passe aux États-Unis, on est au début des années 2000, et ça met en cause
cause justement le téflon, enfin les poêles anti-adhésives. Qu'est-ce qui a changé, Pierre Labadie, depuis le début des années 2000, si quelque chose a changé? Alors en fait, le PFOA n'est plus utilisé en fait pour la production de téflon, parce que ce sont deux choses différentes. Le PFOA est un composé qui était utilisé pour synthétiser le téflon, qui n'est plus utilisé. Donc ce sont des composés alternatifs qui sont utilisés. Moi, le conseil que je peux donner, c'est d'utiliser des poêles en inox. Je pense que c'est une alternative intéressante, par exemple. Et des alternatives comme ça, on peut en trouver beaucoup pour les vêtements type Gore-Tex, etc. Il y existe maintenant des alternatives, et c'est même devenu un argument de vente en fait pour certains fabricants. Vous donnez le même conseil? Oui, bien sûr, oui. Moi, j'ai parlé On peut cuisiner avec une poêle en inox, ça marche très bien. Très bien, ça colle un peu plus, mais il y a des méthodes. Et puis, c'est une question de santé. Oui, il faut vraiment éliminer de sa cuisine tout ce qui est anti-adhésif, aussi bien les ustensiles, cuillères que poêles, et revenir à des matériaux basiques qui fonctionnent très bien. Et ben voilà, le message est passé. Merci beaucoup, merci à tous les deux, à bientôt sur Bismart. On passe à Smart Ideas avec une solution pour désaliniser et dépolluer l'eau.